Coucou, ça papote beaucoup ici. On se retrouve pour le deuxième épisode du podcast produit par Podpace sur Spotify et YouTube. Et oui, sur les deux plateformes. Aujourd'hui, nous avons Exaucé. Je suis trop contente de te recevoir sur Tu papotes beaucoup. Moi aussi, je suis contente. Merci pour l'invitation, pardon. Je voulais d'abord que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es, du coup. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Exaucé. Je Yes. regarde là, je regarde. Partout. Partout. Dans tous les cas, on est zoomé de partout, on est entendu de partout. Et on n'est pas que entendu, on est regardé aujourd'hui. Et c'est ça qui est particulier. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Exaucé. Je suis mannequin en agence, donc je suis chez Elite. Je suis aussi étudiante en droit et à côté, je fais aussi du scouting. Donc, je suis scout et je suis en voie pour devenir Mother Agent. À côté aussi, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit toutes les plateformes, j'ai envie de dire, Ouais. sur vraiment l'industrie de la mode, mais plus particulièrement du mannequinat. Ah, ouais. Le fait de l'intégrer et de la comprendre, parce que je pense que c'est en comprenant une industrie qu'on peut faire changer les choses et qu'on peut y être à sa place. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de désinformation, parce que moi, j'ai commencé le mannequinat en 2018, j'ai envie de dire par hasard. J'ai passé le concours de mon agence en pensant que c'était une agence de quartier. Je ne savais pas que c'était la plus grande agence du monde. Ah ouais. Donc, quand je me suis retrouvée avec... en plus, c'était la date de Paris. Donc, on était peut-être 1000, 2000, 3000. Ah ouais, c'est énorme. Ah, peut-être que je me suis trompée. Et donc, quand j'ai commencé vraiment par hasard, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un rêve, le rêve de beaucoup de personnes, alors que moi, j'étais là par hasard, j'ai saisi une opportunité. Je me suis rendu compte qu'énormément de personnes voulaient devenir mannequin, mais ne comprenaient pas et ne connaissaient pas les rouages du milieu du mannequinat, les usages. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir les réponses à nos questions. J'espère. Les slays, ou je sais même plus comment vous appeler parce que tu papotes beaucoup, les papoteurs, je sais même pas comment vous appeler sur cette deuxième saison-là. Mais moi, je voulais vraiment avoir ton expertise parce que j'avais regardé un peu ton parcours et tout sur les réseaux. Et j'avais surtout regardé dernièrement dans Mes Pour Toi. Vous savez, le soir, quand vous vous ennuyez sur TikTok et vous passez sur TikTok dans Vous Pour Toi. Et je m'étais dit, mais elle me dit quelque chose, genre. Et après, je regardais tes TikTok et tout, je regardais les conseils et je me disais, mais c'est trop bien et tout. Parce que moi qui voulais me lancer depuis longtemps, j'avais ce stress-là et je me disais, mais en fait, je suis pas encore prêt mentalement. Et on me disait, mais Chris, t'attends quoi? Carrément, la dernière interview avec Pushy Babe, qui n'est plus Minicia, les guys, elle m'avait dit, mais t'attends quoi? Genre lance-toi et tout. Et moi, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans l'industrie de la mode? On est honnête? Honnêtement, mais au soyons début, 100%. Ici, on est 100%, on est safe. C'est la safe place. Au début, rien. Ça, c'est Rien. quelque chose qui... J'ai toujours été grande, mince, et j'ai toujours le même physique, le même visage, parce que l'industrie de la mode, c'est pas seulement être grande et mince. Il a évolué. Mais j'ai toujours eu, on va dire, un profil fashion, mais ça m'a jamais vraiment intéressée. On m'a toujours dit, que ce soit ma famille, mes professeurs, tout le monde, que j'aurais pu devenir mannequin, mais ça m'a jamais vraiment intéressée parce que j'étais très carriériste et très axée sur ce que je voulais faire. Je fais du droit pour évoluer dans la sphère juridique ou sciences politiques. Et donc, j'ai toujours été axée dessus depuis mes 9 ans. Donc, je voyais l'industrie de la mode comme très superficielle. Comme très superficielle et qui ne me correspondait pas. Quelque chose de très abstrait, non? On va dire ça comme ça. Je m'informais pas plus que ça sur ce milieu. Je voyais les mannequins, je voyais les magazines, etc. Mais je me suis jamais dit... J'aurais pu le faire. D'accord, vas-y, fonce. Je me suis juste dit, bon, on va essayer. Comme ça, tout le monde me dit que j'aurais pu. Je vais le faire. Comme ça, au moins, c'est quelque chose, c'est pas un regret, c'est quelque chose que j'ai tenté. Si on me prend pas, je dirais, j'ai essayé, mais on m'a pas pris. Et, toi, dans la vie, il faut essayer. Hein. Oui. Franchement, il faut essayer. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, je me suis inscrite parce que j'ai vu une pub. Vous voyez, le marketing, c'est très important. Le marketing est important. Très important. J'ai vu une pub et je me suis dit, bon, autant m'inscrire. J'ai été acceptée directement et donc j'ai passé le concours. Et qu'est-ce qui m'a retenue dans le milieu de la mode? C'est que c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Lorsqu'on est en face des choses, c'est-à-dire que lorsque tu vois ton magazine en face de toi et la personne qui a participé à la séance photo du magazine, qui a passé les castings, qui a été prise en direct booking, qui a compris l'histoire et qui a dû l'interpréter, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus divertissant, on va dire ça comme ça, qu'on le pense. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. Parce que comme toi, je suis un peu en mode... au tout début, hein. Après, est-ce que toi, dans ton enfance, dès le départ, comme tu voulais faire du droit,
c'était vraiment pas le domaine quoi, qui t'attirait. Enfin, tu le voyais même pas, du coup, non? Non. Ok. Sincèrement, ça a été quoi ton enfance? Moi, j'ai eu une enfance très normale. Sincèrement, j'ai eu une enfance très normale. J'ai grandi en étant très réservée. Ok. J'étais pas spécialement timide. J'étais très réservée. Et j'ai vraiment grandi dans le scolaire. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que même jusqu'à j'étais scout, on va dire ça en 2018, donc quand j'avais 18 ans. Ah oui. Mais jusqu'à... Tôt, non? Ça va. Il y en avait certains qui avaient 16 ans, qui ont été scouts ou 15 ans. Donc je pense qu'il y a plutôt... Il n'y a pas d'âge pour être scout? Dans le fashion, on va dire que c'est minimum 16 ans. 16 ans. Dans le commercial, ça peut être à partir de tes 3 mois. Donc, est-ce qu'il y a un âge pour le mannequinat? Oui et non. Oui et non, parce qu'on a besoin, dans le commercial notamment, on a besoin de représentation de tout âge. Du bébé qui a 3 mois, à la personne âgée qui a 75 ans. Donc, on a vraiment besoin de représentation dans le milieu commercial. Mais moi, j'ai eu une enfance très, très normale, dans une banlieue, dans la proche banlieue parisienne. J'ai toujours grandi avec les livres. Je suis quelqu'un qui lit énormément, qui se cultive énormément. C'est pour ça que j'ai toujours voulu eu un aspect, un rapport très lié avec les études, parce que je savais qu'il fallait étudier et qu'il fallait avoir une intelligence, pas que scolaire, mais générale, pour aller là où je voulais aller. Et c'est important, ouais. Oui, c'est vraiment important. Et même dans le milieu de la mode, je me suis rendu compte que c'était vraiment un cliché, ce cliché des mannequins qui étaient bêtes. Ouais, parce qu'en fait, ils sont pas assez... c'est pas assez poussé, ils sont pas assez cultivés. Et souvent, c'est même pas que les mannequins. Pour moi, c'est un peu... Enfin, moi, quand je dis l'industrie de la mode, je prends aussi en compte les influenceurs, toute la presse, toute la partie média. En général, en fait, quand on les invite à un défilé, ils savent même pas c'est quoi l'histoire du défilé, quoi. Parce qu'en fait, il y a une différence. Parce que, par exemple, les mannequins, ce que je disais dire, la plupart des mannequins fashion que je connais, c'est des femmes très intelligentes. Quand je dis très intelligentes, c'est des intelligentes, cultivées et diplômées. Je connais qui ont été à Dauphine, à Assas, qui sont inscrites actuellement à Harvard. En fait, c'est des personnes qui connaissent l'importance des études. L'importance des études, même si elles ne font pas d'études actuellement, elles savent que la carrière peut être éphémère et donc elles s'informent et elles font en sorte d'avoir des bouées de sauvetage. Ce que les personnes, on va dire, Au tout départ, quand tu arrives dans ce milieu-là, tu sais pas, tu es perdu, tu te dis, mais... est-ce que... Parce qu'au tout départ, t'as les paillettes dans les yeux, tu te dis... Les paillettes, elles partent vite. En tout cas, les paillettes, elles partent très, très vite. Quand on te dit, toi, tu vas pas durer, ça part très vite. Et j'ai fait des stages dedans. T'en as fait? Ouais, j'ai fait... je sais pas si je peux citer les agences. Je ne pense pas. No drama, comme je l'ai dit dans l'autre épisode. Mais j'ai fait des stages où je suis rentré dans des agences et on m'a dit c'est bien, hein, tu vas être new face, il n'y a pas de souci, mais tu vas pas durer. Ça, c'est sûr. Dès la première saison, on va te faire partir. Et c'est ça après, ça dépend des mannequins. Mais il faut pas avoir trop de paillettes dans les yeux. Mais c'est dans n'importe quel domaine dans la mode, je pense, en général. En fait, j'ai envie même de l'élargir au milieu créatif. Parce que je fais des accompagnements personnalisés où j'aide les personnes à comprendre le milieu du mannequinat, à se lancer dedans. Ouais, je l'ai vu ça. Et dedans, j'avais quelqu'un qui était dans des études de directeur artistique. Et je parlais du fait que, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais les autodidactes dans le milieu créatif, souvent, c'était une aubaine, mais c'était aussi parfois un poison. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression que le milieu créatif et le milieu artistique est facile et accessible à tout le monde, alors que non. Il y a une différence entre un directeur artistique qui a été formé, que ce soit à l'école ou même qui a été en stage avec des directeurs artistiques d'expérience, et quelqu'un qui pense juste qu'être directeur artistique, c'est mettre de l'aluminium sur un shoot et qui ne s'informe pas plus que ça. Et c'est ce que tu disais, par exemple, même après, les PR, c'est pas la même chose, mais même certains influenceurs ne savent pas que ils sont invités à certains événements, il y a quand même un aspect beaucoup plus profond que le visuel. C'est très poussé. C'est très poussé. Et même les stylistes. Les stylistes, il y a cette espèce... C'est pas du mépris. Hein. Je mets vraiment une section entre les personnes qui s'informent et qui font tout pour pallier à ce manque d'expérience eux-mêmes en faisant tout pour avoir moi, je dirais pas le niveau est différent. Je dirais l'expertise va être différente. Et après, il faut aussi... Comme tu l'as dit, là, actuellement, tu essayes de séparer les deux. C'est s'informer, c'est hyper important. C'est très, très important. Parce que tu vas arriver quelque part, en fait, tu n'es pas informé. Et après, tu peux aussi apprendre les choses au tac au tac.
Mais généralement, c'est toujours c'est autre chose, même le stylisme actuel, parce qu'on parle du stylisme. En fait, beaucoup de personnes pensent que le stylisme, c'est seulement soit superposer des pièces, soit prendre des cohortes de fast fashion et peut-être juste inverser les pas ça, voilà. Soit mettre des mannequins à moitié nus. En fait, ils mélangent tout et n'importe quoi. Alors que ça, un styliste, il s'informe sur les tendances passées, présentes, sur l'information du tissu, sur la maison, le directeur artistique, la vision. En fait, c'est vraiment une formation continue. Et ça, on s'en rend pas spécialement compte lorsqu'on s'informe pas. Est-ce que c'est une sorte de package? Est-ce que genre c'est tout un univers que tu dois analyser en profondeur ou c'est juste en fait En fait, je vais dire oui et non. Oui et non. Parce que par exemple, le milieu du mannequinat, tu peux y entrer sans connaître le milieu de la mode. Mais c'est important de comprendre le milieu de la mode et de le connaître pour savoir. Parce que en fait, c'est une industrie qui n'a rien à voir avec le milieu séculier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer dans le milieu séculier. Par exemple, je ne sais pas, tu es dans une entreprise d'éco-gestion. Ton manager, ton patron, ton responsable hiérarchique, il ne te dira jamais « tu ne vas pas durer dans l'entreprise ». Sincèrement, tu ne vas pas durer. On te dit la vérité. C'est facile d'être là. C'est facile de commencer, mais finir sa vie, ça va être compliqué. On n'est même pas sûr de te garder à la session prochaine. On ne te dira pas ça. Alors que dans le milieu du mannequinat, c'est commun. En fait, on peut te dire, parce que même tu as dit que c'est difficile d'évoluer dedans. J'ai envie de te dire, même dans le milieu du mannequinat, comme tu as fait des stages, tu sais qu'il y a différentes sessions. Il y a les new face, les main board, les talents, les ceci, cela. Mais parfois, c'est difficile même de passer de new face à main board. Main board, ouais. Parce que c'est de base, dans la théorie. C'est beaucoup catégorisé, je trouve. C'est très catégorisé. Extrêmement. Parce qu'on sait ce qu'on veut, parce que le milieu de la mode, moi, je le dis tout le temps en accompagnement personnalisé, je tape le micro depuis tout à l'heure. Faut taper. Dans le milieu de la mode, c'est très, très catégorisé. Le but des agences de mannequinat, c'est de faire de l'argent. Et comment est-ce qu'ils font de l'argent? Ils font de l'argent avec les clients. C'est-à-dire que les clients qui viennent voir une certaine agence de mannequinat, ils savent qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans. Donc, ils ont besoin d'être catégorisés parce que, en fait, c'est dans l'ordre qu'on trouve ce qu'on veut. Ils savent que, OK, dans cette agence de mannequinat-là, il y a les commerciales et ils ont des très bons cœurs-vie. Donc, moi, ça me plaît et on va là-bas. Mais si tu sais que dans certaines agences, il n'y a que des profils fashion, c'est-à-dire que des personnes très grandes et très minces, tu vas pas aller chercher ta cœur-vie là-bas. Non, tu sais que si tu vas là, c'est comme ça. Là, c'est là, ouais. Et donc, c'est vraiment difficile de base. Par exemple, les new face. Mais même au niveau des clients, non? C'est la demande des clients, non? Oui, c'est l'offre et la demande, en fait. L'offre et la demande, c'est l'offre et la demande. Par exemple, là, on est dans une phase où les mannequins fashion phares, ça va être les Soudanais, les Sénégalais, les dark skin très grands, très ceci, cela. On sait que, par exemple, moi, mon agence, elle a fait un open casting. C'est pas la même chose qu'un concours. Là, le concours revient, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est quoi la différence entre un concours et un open casting? Ça va être souvent rallié à une agence. Ok. Ça veut dire que c'est une agence, que ce soit Paris, Los Angeles, etc., qui cherche des modèles. Des modèles. Voilà, merci, des mannequins ou des modèles. Pour son agence à elle. Okay. Alors que, par exemple, le concours, notamment les concours internationaux, ça va être autre chose. Ça va être une autre dynamique qu'on cherche pour représenter la France dans une compétition internationale. Donc, c'est pas trop la même chose. Ok, d'accord. Donc, à l'open casting, qu'est-ce qui leur manquait dans leur rang? Des personnes, des dark skin. Donc, il y avait 600-700 personnes qui sont passées, ils en ont pris 2. Ah oui, quand même. Donc, c'est vraiment très pointu. Ils savent ce qu'ils veulent et c'est exactement ce qu'ils vont prendre. Il n'y aura pas de superflu. Lorsqu'une agence veut vous signer, elle vous signe parce qu'elle voit un potentiel en vous de plaire à leurs clients et de vous faire travailler. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas de superflu et n'hésitent pas à renvoyer les gens. Parce que ça ne sert à rien de garder dans ses rangs. Et je trouve que c'est mieux. Je préfère des agences comme ça que des personnes qui prennent pour rien. Qui prennent un tas et finalement... Qui peuvent travailler et développer, même s'ils ne peuvent rien garantir, que de prendre 1000 personnes qui vont pourrir dans leur agence et qui vont juste mettre Mother Agency tel et s'ennuyer. Et le truc qui est aussi horrible, c'est pas que pour les gens qui recrutent. C'est aussi pour les gens qui sont pris en tant que modèle ou mannequin. Tu pourris dans l'agence, en fait. Tu restes dans l'agence et finalement, toi-même, tu sais pas où aller. Je sais que, bon, là, c'est une petite parenthèse, mais c'est plus dans l'influence. J'ai une amie à moi qui est rentrée dans une agence et en fait, elle était pas mise en avant parce qu'en fait, ils mettaient en avant que les plus gros. Et j'ai l'impression que, je sais pas si c'est pareil aussi dans le monde du mannequinat. Je sais pas si c'est pareil s'ils mettent forcément les gens un peu plus... côté et leur rajoute un peu plus de trucs et un peu plus ce truc où c'est plus famous et tout. Moi, je trouve ça dommage un peu.
En fait, le truc, c'est quoi? C'est que ça ne fonctionne pas spécialement comme ça, on va dire ça. Une sorte de hiérarchie ou pas, non? En fait, il y a une hiérarchie comme dans tout. Oui. Il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas de hiérarchie en même temps. Okay. Par exemple, les shoots que vont avoir les grosses têtes de l'agence, ça va être des shoots qui ont été demandés spécialement pour eux. Le problème, par exemple, l'action que le booker, que le scout, la Mother Agency, etc. va avoir, c'est de mettre en relation le mannequin et le directeur artistique, le mannequin et le client, et de proposer, de promouvoir l'image du mannequin. Mais si le client ne veut qu'une seule personne, et c'est une personne ciblée, l'agence ne va pas lui dire non, on ne te donne pas, prends celle-là. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est vraiment, comme je t'ai dit, l'offre et la demande. Si c'est lui, l'influence, ça n'a rien à voir. Et souvent, ça a vraiment il mélange tout. Genre, je choque souvent quand je dis ça. Je dis, le milieu de l'influence et des influenceurs et le milieu du mannequinat, ça n'a rien à voir. Et c'est souvent pour ça que certaines agences de mannequinat, elles n'aiment pas travailler avec les influenceurs. Je vois ce que tu veux dire. Parce que souvent, les influenceurs, ils font ce pont du... Comme moi aussi, je fais des shootings photos, moi aussi, je travaille avec des clients, moi aussi, j'ai ça, je peux être mannequin, c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Quand tu fais de l'influence, on utilise ta notoriété, ta communauté pour vendre un produit. Exactement. Quand tu fais du mannequinat, on utilise ton profil pour mettre en avant un produit. Mettre en avant ça veut dire que tu aies 100 000 abonnés, que tu en aies 200, que tu en aies 300. Je trouve ça trop bien que tu l'aies dit parce que ça, c'est un truc, il faut le dire, il faut le souligner, le surligner. Non, mais souvent, ils ne comprennent pas ça, les influenceurs. Non, mais oui. Et c'est pas la même chose, Parce qu'il y a dans le milieu du mannequinat, notamment il y a beaucoup d'influenceurs qui pensent, ils se disent qu'en fait, ils peuvent avoir un pont entre les deux, un passage, mais il n'y a pas de passage, les gars. Il n'y a rien à voir. Souvent, ils veulent une profession fashion alors qu'ils ont un profil commercial. Ça veut dire qu'ils veulent défiler pour Balmain, faire des grands shoots, alors que en fait, c'est pas toi qui cherches. Ton profil face à l'offre, en fait, et même aux clients, en fait... ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas du tout. Est-ce que être mannequin, c'est bien payé ou pas? C'est la question un peu généralement qu'on n'aime pas trop poser. Moi, j'ai pas de souci. Mais on la demande beaucoup. Oui. Je l'ai vu. On la demande beaucoup. On demande beaucoup parce que c'est normal. Lorsqu'on commence, le mannequinat, c'est une profession. Ouais. Faut pas écouter les personnes qui disent que oui, c'est pas un vrai métier, c'est un métier. Il y a pas de saut-métier. Il y a pas de sous-métier. Il y a pas de saut-métier. Il y a pas de non, mais les gars, ça il faut vraiment qu'on le dise. Aucun métier a un sous-métier. Même actuellement, là, on est sur le plateau Podpace. Il y a des gens qui nous regardent actuellement en backstage. Rien n'est un sous-métier. Genre, pour moi, je prends tout. Moi, j'aime pas cette... En fait, il y a des métiers, c'est vrai que, dû à la société, ils sont beaucoup plus glorifiés que d'autres. Mais il y a certains métiers... Moi, je dis parfois, lorsque je regarde, j'ai l'impression que les personnes veulent que les personnes, par exemple, qui sont femmes de ménage ou qui ont des professions un peu plus dans la technique au nettoyage et ont de leur métier. Non, pas du tout. Non, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre qu'ils ont choisi ou qu'ils font par dépit, mais qu'ils exercent. Et c'est pas honteux d'être femme de ménage. Pas du tout. Donc, c'est important de le savoir. Donc, oui, c'est moi, par exemple, les personnes qui me demandent... Et puis, il faut le respecter, je trouve. Mais bien sûr. Parce qu'il y a ce truc où... mais c'est bon, les femmes de ménage, où j'ai eu des comportements comme ça avec des gens. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus amie avec eux. Non, mais dans tous les cas, elle va nettoyer, quoi. C'est affreux. Même, on s'en rend pas compte, même dans la restauration. Tu vas au McDo, dans la restauration, tu vas au McDo, tu laisses ton plateau. C'est pas un et les restaurant. gens, ils te disent... Il y a des gens, genre moi, avec qui j'ai traîné dans le passé, ils me disent, dans tous les cas, la meuf, elle va nettoyer, mais non, genre, tu prends ton plateau, tu jettes, c'est pas un restaurant. Tu jettes, genre, il n'y a rien de... C'est simple, en fait. Ouais, c'est pas compliqué, ces poubelles, elles sont à côté. Mais en fait, même dans les deux cas, même au restaurant... Je préfère genre tout aligner, tout mettre que ce soit propre pour que ce soit propre et que quand le serveur il vienne prendre tout, il soit pas en mode pourquoi c'est aussi crade et tout, genre ayez du respect pour ces gens-là parce que ils méritent et tout. C'est une petite aparté, mais par rapport à au mannequinat, est-ce que tu pourrais nous donner des fourchettes? Je peux donner des fourchettes. En fait, comme tu as dit, c'est très catégorisé. Par exemple, tu t'es pas payé pareil si tu es New Face ou une main board. Okay. Et surtout, ça varie en fonction de ton pays, du pays où tu fais le shoot, pas de ton pays d'origine, mais du pays où tu fais du shoot. Donc, c'est le client. Ça varie en fonction de l'enseigne, de la marque. Ça varie en fonction de l'usage. Ça varie en fonction du type de job que tu fais. Par exemple, un édito. Les éditos, c'est les magazines. Et souvent, je choque, mais lorsque tu n'es pas une top modèle, ou une légende. Les légendes, ça va être les Cindy Crawford, les Naomi Campbell, les Tyra Banks, etc. T'es payé 0. T'es payé entre 0... Allez, ils peuvent être sympas parfois quand t'as une cover ou une longue story. Entre 0 et 300 €.
Ah oui, quand même. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà. Quand une personne, par exemple, qui fait que des magazines, lorsque vous les voyez, oui, t'as fait Vogue, t'as fait Gala, t'as fait Elle, sache que elle est pauvre. D'accord. Faire des éditos, c'est génial parce que c'est de l'image. Et pourquoi est-ce que c'est pas bien payé? C'est parce que c'est de l'image. C'est de l'image. On voit ça plus comme un partenariat, c'est-à-dire que toi, tu auras des photos pour ton book, tu auras une représentation, c'est-à-dire qu'on va te voir dans les magazines, et nous, on aura des images pour nos magazines. Donc, c'est un échange de bons procédés. Ouais. Okay. Donc, on dit ça comme ça. On peut avoir, par exemple, des e-com. Les e-com, ça va être tout ce qui est les sites Internet. OK. Sarah.com, H&M.com, Aigle.com, etc. Tout ce qui est sur Internet. Là, ça peut être, en fonction de ton niveau, et en fonction de l'enseigne aussi, entre 1000 et 3000 peut-être. 1000 et 3000 pour je dis ça va parce que je connais pas. Hein. Parce que je pense que toi, tu dois te dire, mais ça va pas du tout. Ça va, ça dépend. Ça dépend du nombre de jours aussi, ça varie en fonction du nombre de jours, etc. Une campagne de pub, c'est-à-dire que les campagnes de pub, ça va être des campagnes d'affichage. Vous voyez, les campagnes qui sont sur les kiosques à journaux, les campagnes qui sont dans les métros, qui sont affichées un peu partout. Là, c'est autre chose et ça, c'est vraiment le Saint Graal. C'est les plus difficiles à avoir, notamment quand tu es New Face et quand tu n'es pas une légende ou quand tu n'es pas une top modèle. Là, tu peux être payé et la journée. Donc, ça veut dire que tu peux avoir entre peut-être 2000, 1000, en fonction de ton niveau. Hein. Je fais vraiment des fourchettes pour inclure tout le monde. Entre 1000 et 3000 euros, 4000 euros la journée. Okay. Et tu vas avoir des frais d'usage. Ça va être des droits d'usage. On va dire ça, des droits d'usage. Peut-être que si je dis droit à l'image, vous comprendrez mieux. Ça veut dire que c'est on loue ton image pour vendre un projet, un produit ou quelque chose au prospect. Et donc, on doit payer des droits pendant 6 mois, 1 an, et on te rémunère. Et là, c'est à partir de 10 000 euros en plus de ta prestation journée. Ok, donc ça veut dire que ça, c'est, je dirais, plus collaboration, parce que moi, je suis plus dans la partie influence. On va dire que c'est plus des contrats à l'année. C'est pas des contrats à l'année spécialement, c'est juste qu'ils te louent ton image pendant... Le shoot, il est fait en 1 journée, en 2 journées, en 3 journées, etc. Et t'es payé à la fin des journées ou t'es payé après? Il y a un délai, ça dépend. Ce qui est bien en France, c'est que t'es salarié, donc si c'est une entreprise française, elle va te payer dans le mois. Dans le mois, ouais. Mais si c'est par exemple un client un peu plus étranger, il aura un délai de 3 mois pour te payer. Ah oui, quand même. Donc, mais est-ce que ça te fait pas un creux entre, par exemple, genre si t'as 2 éditos et t'as ça? L'édito, t'es mal payé, donc t'as rien. Ouais, t'as rien. Mais après, ça te fait un creux, oui, ça, parce qu'ils ont entre 3 mois. Donc ça veut dire que si ça se débarrasse vite, tu seras payé à la fin du mois. Sinon, oui, 3 mois, ça peut être lourd. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son argent. Et ça fait partie des choses que j'aime bien. On en a parlé dans l'ancienne interview avec Minissa qui me disait, moi, au tout début, j'ai claqué tout mon argent, j'ai tout. Mais les finances, en fait, tout ce qui est artistique, c'est hyper dur à gérer. Et toi, tu le gères comment, du coup? Moi, j'ai appris. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était beaucoup plus profond et c'est ce qui m'a retenu. C'est parce que dans le milieu du mannequinat, même si c'est un métier très physique, très de l'image, on voit qu'il y a une partie très mentale et très intellectuelle. Et il y a des choses que tu apprends, je pense, beaucoup plus rapidement lorsque tu es mannequin que lorsque tu es dans certains types d'entreprises et dans une société particulière. Par exemple, moi, l'une des choses que j'ai appris principalement, c'est que presque tout se joue à l'image. Ok, je vois ce que tu veux dire. Même si on essaye de nous faire croire que oui, l'habit ne fait pas de moine. Le moine, ouais. Je vous assure que l'habit nous permet de rentrer dans le ministère et d'être traité comme le moine. Ouais, c'est pour ça que... En plus, j'y pensais dans le métro en arrivant. Je me suis dit, mais en fait, tout ce monde-là, c'est que de l'image. Et même le monde en général, hein, le monde en société. En général, ouais. Bah après, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec surtout TikTok qui est arrivé et qui nous a bouleversés, parce que moi, je suis la génération youtubeur... Squeezie, l'ancienne génération, du coup, parce que moi je suis en 02, du coup je suis plus ce truc un peu youtubeur. Et après j'ai axé un peu sur Instagram, TikTok. Et dès que TikTok est vraiment arrivé, parce que moi je connaissais Musical.ly, je sais pas si tu connaissais aussi, t'étais une ancienne de Musical.ly, mais j'étais en mode quand tout a basculé, parce que du coup le monde aussi change et ça évolue, il y a ce changement où c'est difficile. Hier je regardais les vidéos par exemple de Sananas. Elle disait dans la vidéo, je trouve que le monde évolue et en fait, on se réadapte à des bases qu'on avait avant. Et en même temps, avec TikTok, avec l'arrivée de TikTok, que ce soit dans l'influence, même dans la mode, tout change. Tu vois, même dans la musique, je trouve que grâce à TikTok, il y a beaucoup de gens qui arrivent à se développer justement et à faire ce qu'ils ont envie de faire.
Mais les gens, du coup, qui étaient là avant et qui étaient dans leur monde, parce que chacun un peu a son monde, bah, tout bascule. Parce qu'on va te dire, ah, mais ça, c'est une personne de TikTok, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. C'est un peu la phrase qu'ils vont sortir un peu dans n'importe quel domaine de l'industrie, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, genre, par rapport à ça. T'as raison sur le fait que... ma montre, désolée. Que le monde se démocratise. On va dire ça évolue. Ça évolue, il y a des choses qui seront toujours pareilles. Okay. Par exemple, moi, j'ai eu un débat et souvent, sur TikTok notamment, quand je disais que c'est une industrie que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas dedans. Dedans, ouais. Et que tu auras toujours une image faussée lorsque tu es en dehors et que tu veux donner ton avis. C'est pour ça que je dis toujours, lorsque vous voulez devenir mannequin, les personnes que vous devez jamais croire... Pardon ? Écoutez bien ce qu'elle va dire, Exaucé. Les personnes que vous devez presque jamais croire, c'est vos proches. C'est-à-dire que vos parents, votre grand-mère, votre tante qui vous dit que vous pouvez devenir mannequin, 1 sur 2. Parce que la plupart du temps, elles connaissent pas. Elles connaissent que du visuel. Que du visuel, ouais. Elles se sont dit, une fille mince, grande, elle peut devenir mannequin. Alors que en fait, il suffit pas d'être grand et mince pour devenir mannequin, sinon tout le monde serait mannequin. Toutes les personnes grandes et minces que vous serez mannequin. Il y a même des personnes qui, par exemple, elles ont le profil pour être fashion, mais elles n'arrivent même pas à être signées. Pourquoi ? Parce que le profil, elles ont le profil, elles ont la corpulence pour devenir mannequin, mais elles n'ont pas le profil pour devenir mannequin. Parce que le mannequinat, c'est du profil. Le profil, c'est le visage, c'est le corps, et souvent, même lorsqu'on pousse et qu'on est signé, c'est aussi l'attitude, l'aura, la photogénie, etc. Est-ce que je pourrais rajouter, je ne sais pas si c'est faussé, hein. Tu me dis si c'est faussé, tu me dis non. Est-ce que c'est quelque chose genre, il faut aussi avoir du charisme, c'est un certain charisme ou non ? Ou c'est juste comme ça Ça dépend. Sincèrement, ça dépend parce qu'il y en a certains qui ont du charisme, naturellement, et il y en a d'autres qui sont juste photogéniques. Photogéniques, ouais. En fait, j'ai envie de dire, même si tu n'as pas de charisme, sois photogénique. Ok. Si tu n'as pas de charisme, sois photogénique. Parce qu'il y a des personnes qui sont très charismatiques qui ne sont pas photogéniques. Oui, ça, et dans le milieu, par exemple, du mannequinat, tu peux être charismatique comme tu veux, hein, mais c'est un milieu de médias. C'est-à-dire que ton image va être promue par les photos, par les vidéos. Si on ne peut pas exploiter ça, tu ne sers pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a souvent des rendez-vous en agence. Parce qu'on veut voir si tu es photogénique. Même, on peut le voir même à travers tes photos. C'est pour ça que moi, je dis aux personnes qui prennent des accompagnements personnalisés, lorsque je leur dis, quand vous faites votre candidature, essayez de glisser une petite vidéo. Oui, c'est toujours pas mal. C'est toujours pas mal pour qu'on puisse voir, parce que ça nous permet de voir autre chose. C'est pour ça que je disais, c'est aussi la personnalité. Et moi, parfois, je suis en désaccord avec certains scouts, certaines modeling agencies qui sont en train de se lancer, parce que souvent, je trouve qu'ils mentent. Ouais, qu'ils omettent certaines choses. Ils vendent un peu du rêve, non ? Par exemple, lorsqu'ils disent le mannequinat, c'est aussi un métier de personnalité. Je leur dis, non, c'est surtout un métier de personnalité. Je leur dis, non, c'est aussi un métier de personnalité. Parce que les mots, c'est important. Parce que tu vas avoir la meilleure personnalité. Si tu n'as pas le profil, on ne te prendra jamais. Parce que lorsque tu es mannequin, on ne te prend pas pour être drôle. Je suis désolée de le dire. On ne te prend pas pour être drôle. La personnalité, c'est très important lorsqu'il y a comment dirais-je, un apport sociétal, en fait, un apport sociétal lorsque tu commences à parler avec des personnes, lorsqu'il y a du relationnel, lorsque tu as des scouts, lorsque tu as des directeurs artistiques, lorsque tu as d'autres mannequins, la personnalité, ça prime parce qu'il faut te faire aimer, il faut savoir faire des relations et les développer. Mais ce que tu veux dire. En premier abord, c'est pas ce qu'on va regarder. C'est pas ce qu'on regarde. On veut voir déjà ton physique. Ensuite, on va voir, est-ce que tu es réservé, est-ce que tu es sociable, est-ce que tu es drôle, est-ce que tu es à l'aise. On va le prendre, c'est aussi, mais c'est pas surtout. C'est pas surtout, ouais. Oui, non, il faut bien le souligner. Par rapport à l'argent, on sait tous qu'en France, c'est hyper tabou. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, c'est hyper tabou. Ça dépend des sociétés. Par exemple, au milieu de la mode, j'ai envie de dire pas spécialement. C'est-à-dire que les mannequins qui vont s'asseoir et discuter de leur salaire, ça se fait souvent. Ça se fait souvent. Les stylistes même, ils vont en parler, ou certaines industries, certaines personnes vont en parler librement. Le problème, c'est quoi ? C'est que notamment dans le milieu du mannequinat, tu peux être payé plus en fonction de ton agent et en fonction de ton booker, parce que c'est lui qui négocie les prix. On parle de rate. C'est lui qui négocie ta rate. Donc, 2 mannequins qui font le même shoot ne peuvent pas être payés pareil.
Je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que, par exemple, s'il y en a un qui est dans une des top 10 agencies et une qui est dans une bonne agence. Une bonne agence, mais qui n'est pas dans les top 10 agencies parce qu'il y a le poids du nom. C'est pour ça que je disais que l'agence, ça compte. Il y a le poid du nom. On sait que les mannequins qui sont, par exemple, chez Elite Model Look, ils ne sont pas payés la même chose que des mannequins qui sont dans une Moselle Agent qui viennent de commenter. Il va y avoir un minimum syndical, c'est vrai, mais ils ne sont pas payés pareil. Ils ne sont pas payés pareil. Parce que le booker va avoir quand même une marge. Moi, mon mannequin, c'est pas une new face, c'est quelqu'un qui a travaillé pour ça. Elle est main board. Elle sera payée comme ça. Ah oui, quand même, c'est catégorique. Donc, il y a quand même... oui, il y a vraiment... C'est ça le travail de l'agent. La Moselle Agent. C'est trouver tes intérêts. Oui, sinon trouver ça vraiment sert à rien, tes intérêts. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est assez... La prochaine question que je voulais te poser, quelles sont vos expériences, du coup, exaucées dans le passé positif comme négatif? Est-ce que tu aurais deux petites story time à nous citer par rapport à ça? Donc, ma meilleure et ma pire expérience dans le milieu du mannequinat? Oui. Alors, la meilleure que j'ai eue, je pense que c'est lorsque j'ai eu ma première campagne. Okay. Ce qui est bien, c'est que lorsque tu es new face, souvent on pense que tu vas rien faire. Alors que moi, dès que j'ai été signée, j'ai commencé 1 mois plus tard. J'ai fait Glamour, le magazine. Ah ouais, direct. Et l'année d'après, l'été suivant, j'ai fait ma première campagne publicitaire. C'était quoi? Et c'était quoi? Beau Marché, 24 Sèvres ou Cendres, je ne sais plus. C'était ça, le Beau Marché. Et j'ai fait ma première campagne en tant que new face. Je ne connaissais rien, je sortais du lycée, etc. C'était ma première campagne. Et mon booker, à l'époque, m'appelle et me dit j'ai ces clients, ils veulent te voir. Donc, moi, j'étais dehors, parce que le milieu du mannequinat, c'est la disponibilité. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui ont le profil, on les prend pas parce qu'ils sont en alternance, parce qu'ils font des études de médecine, parce que c'est de la disponibilité. On peut t'appeler à tout moment. Et je me rappelle, j'étais sur Paris à ce moment-là, on m'a appelé, oui, ces clients, ils veulent te voir, est-ce que tu peux y aller? Je me suis dit, oui, on y va. Et donc, j'y vais et je rencontre l'équipe. Très sympathique. Ce qui est bien avec le milieu des milieux artistiques et créatifs, c'est que les personnes, elles sont tellement solaires, elles sont tellement gentilles, elles sont tellement... C'est pas des aigris. Ils sont pas aigris. Et donc, moi, j'aime pas les personnes aigries. En fait, je comprends pas pourquoi. Non. Ça, moi, je comprends pas pourquoi. Donc, je les rencontre et j'étais vraiment... Ils étaient sympas, c'était bien, on a pris des photos, on a rigolé. Trop bien. Et on m'appelle à un moment, oui, c'est bon, t'as été prise. Trop bien. Et donc, moi, dans ma tête, c'est juste un petit shoot comme ça. Et on me dit, ah non. Ah non. On m'a même pas dit ah non, je savais pas. Moi, si je me dis que c'est comme ça, et on parle de campagne, mais je sais pas ce que c'est une campagne. Moi, je me dis ça va être un petit truc comme ça. Et je me rappelle que lorsque c'est sorti, je l'ai fait en juillet, je pense. En juillet, ok. Et c'est sorti en septembre. Ok. Et comment est-ce que c'est sorti? Mon booker, il m'appelle, il me dit, il m'envoie une photo. Ouais. Il me dit, regarde, t'es dans le métro. Tout le monde me voyait partout. En fait, tout le monde me voyait partout. T'as pas dû stresser et te dire, j'angoisse. Mais attends. L'angoisse. Mais c'est moi. Donc j'étais surprise. Donc c'était vraiment ma première expérience professionnelle et c'était une campagne, donc c'était incroyable. Et je me suis dit waouh. Tes proches, ils ont vu ou pas? Oui, tout le monde a vu, tout le monde m'a envoyé des photos. Ils étaient sur contents, Instagram. Ils étaient vraiment contents. C'était surpris. Okay. Ils étaient surpris parce que tu commences dans le milieu du mannequinat. Et tout, ouais. Tu commences dès le début, t'es là. T'es là, ouais, t'es affiché partout. Donc c'était vraiment, ça c'est ma meilleure. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que grâce à Dieu, c'est que j'ai jamais eu vraiment de vrai drama, on va dire ça comme ça. Truc hyper négatif, c'est souvent arrivé aux personnes même de mon entourage. Okay. Mais moi, j'en ai pas eu de vrai drama. Moi, c'était souvent des quiproquos. Okay. C'était souvent des quiproquos. Des malentendus. Des malentendus. Par exemple, j'avais un shoot avec une enseigne et le directeur artistique, il me dit qu'on commence à 9h. Ok. Il me dit qu'on commence à 9h. C'est pas la bonne heure, c'est ça? Donc, moi, dans ma tête, je commence à 9h. Et surtout j'ai eu un petit problème avec cette enseigne-là, c'est que quand tu es en direct booking, c'est pas toi qui paye. Ok, c'est qui paye? C'est pas toi qui paye, c'est le client qui paye. C'est lui qui a à prendre en charge ton transport, ton hébergement. Ça, il faut qu'on en parle. J'avais vu une autre mannequin qui parlait de ça aussi sur TikTok et qui disait moi, j'ai eu un problème, on m'a déplacé en Espagne et j'ai payé moi-même mon transport. Parce que c'est deux choses différentes. Ok. Par exemple, le direct booking, dans ce cas-là, je finis juste ça. Ouais. Le direct booking, la carte du client ne passait pas. La carte du client n'est pas passée, donc ils viennent me voir. Moi, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Je me suis dit, en plus, c'est pas loin. Bah oui. Donc, je vais vraiment être en avance. Ouais. Je suis en train de manger des œufs, tranquille. Et le monsieur de l'accueil, il me dit, madame, excusez-moi, votre carte n'est pas passée, donc il va falloir une autre carte, sinon vous partez pas. Donc moi, en plus, à ce moment-là, il était 8h40.
Donc, moi, j'appelle ma bookeuse, je lui dis, il y a un problème avec la carte du client, ils ne veulent pas me laisser partir. Oh mon Dieu. Donc, elle dit, écoute, je vais gérer. Donc, elle a géré, etc. Mais ça fait que je suis partie de là-bas à 9h15, le temps que la carte du client passe. Du client passe, ouais. Et donc, j'arrive et le directeur artistique, il a appelé l'hôtel. Il dit, oui, voilà, la personne qui est dans la chambre telle et tout, où elle est, voilà, on l'attend et tout. Et eux, moi, j'en veux pas au personnel de l'hôtel. Il dit, elle est en train de prendre son petit déjeuner. C'est une blague. Et ils n'ont pas tort, parce que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, mais c'est des personnes extérieures, donc on ne va pas dire, oui, sa carte, elle n'est pas passée. Donc voilà, c'est professionnel. Et donc j'arrive, il me dit, mais Exaucé, on t'attend, c'était à 8h30. J'ai dit non. Bah oui. Dit non. Parce que je pense que dans le milieu du mannequinat, c'est important de savoir parler et de être parler. Catégorique et dire aussi. Non, vous m'avez dit 9h. Bah oui. C'est clair, vous m'avez dit 9h. Notamment que là, je suis en retard, je m'en excuse, mais c'est parce que votre carte n'est pas passée. C'est pas passé, tout simplement. Après, il dit, mais comment ça, la carte n'est pas passée? C'est pas toi qui gères. Je dis, oui, mais c'est pas moi qui gère, mais c'est moi qui étais dans l'hôtel, donc il ne faut pas me laisser partir comme ça. Oui, c'est pas toi qui gère. Ils ont besoin de leur argent, c'est normal, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est pas du bénévolat. Donc voilà, je leur dis ceci, cela, donc je suis partie. Donc c'était ma pire expérience, on va dire ça comme ça. Mais après, j'ai des amis qui ont été presque virés de l'agence parce que le client n'était pas heureux de leur prestation. Et souvent que les clients, ils aiment exagérer. Ils sont durs ou pas, notamment, ou ils sont juste dans l'abus? La plupart des clients, ils sont gentils. Okay. D'accord, la plupart des clients, ils sont gentils. Mais comme dans toute l'industrie, tu vas trouver un aigri et ce sera l'aigri originel. Oh, mon Dieu. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai une amie qui a fait une sieste pendant son temps de pause. Oh. Bah, du coup, ça, c'est normal. Mais le client n'était pas content. Il a travaillé à appeler l'agence. Oui, elle dort pendant les heures de travail. Non, mais non, c'est son temps de pause. Et donc, elle a dû changer d'agence. Ou j'ai eu des amis... je me rappelle, c'est comme le monde salarial. Et j'avais vu une TikTokeuse qui parlait du fait que nous, comme on est la nouvelle génération, et à la génération un peu Z, et donc cette génération, on ose, on est là et tout, et aussi l'ancienne génération, qui sont pas d'accord avec certaines choses. T'imposes tes pauses. Il n'y a pas que les pauses clopes, il y a aussi la santé mentale qu'on prône en ce moment et qui est hyper important. Et j'en ai déjà parlé dans la première saison. Pour les gens qui ont écouté, pour moi, c'est hyper important. Non, mais c'est très important. Il faut s'écouter. Non, mais c'est très, très important. La plupart du temps, par exemple, les scouts, non, même pas les scouts, les bookers, c'est souvent l'ancienne génération. Et les scouts, ils sont de la nouvelle génération. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a quand même cet attrait mental qui est mis en avant. Par exemple, le but des agences, c'est pas que tu meurs au travail. C'est pour ça que même la plupart du temps, le fait d'aller à l'école, c'est eux qui t'encouragent à aller à l'école, à continuer tes études. Ils t'encouragent à faire ça. Ou ils n'hésitent pas. Moi, je sais que dans certaines agences, lorsqu'on apprend que tu prends de la drogue, t'es viré. Hein. Ok, d'accord. T'es viré. Lorsqu'on voit que t'es en dépression ou que tu commences à avoir des TCA sévères, t'es en arrêt ou t'es viré. Parce que le but, c'est pas que tu commences à mourir pour l'industrie, mais que tu sois bien, en fait, avec toi. Donc ça, c'est important. Et pour revenir à la personne qui disait qu'elle a dû prendre en charge son déplacement, en fait, c'est des règles d'usage. Quand tu es en direct booking, c'est-à-dire que le client t'a choisi, c'est lui qui prend en charge. Lorsque personne ne t'a appelé et que tu es parti passer des castings ou tu es parti, c'est toi qui prends en charge. C'est toi qui prends en charge. Et là, il y a deux facteurs. Si tu es en commercial, c'est toi qui prends tout en charge. Si tu es en fashion, c'est le statement c'est l'agence qui avance les frais que tu vas devoir rembourser, mais par tes prestations. L'idéal, c'est de rembourser par tes prestations. Bah oui, parce que l'idéal, c'est pas que tu rembourses tout d'un coup. Ça peut être, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au statement. Je dis que c'est vraiment l'un des pièges de lorsque tu es à l'étranger, lorsque tu signes à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, les avantages, c'est que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'à Paris, signer à Paris, c'est difficile. Hein. On sait que si tu as une agence à Paris, ça veut dire que tu as un certain level. Ah oui, quand même. C'est un certain level parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Oui, clairement. Ils ne vont pas prendre n'importe quel mannequin. Ils ne vont pas aller n'importe où. Voilà, fashion ou commercial, c'est un certain level. On sait que, par exemple, si tu es signé dans un autre pays, je ne vais pas dire que c'est moindre, mais on sait que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On sait que c'est pas la même chose. Oui, c'est vraiment la capitale de la mode. On me l'avait plusieurs fois dit. On m'avait dit, reste pas là parce que moi, je voulais partir vers Lyon. Et on m'a dit, non mais Chris... tu vas t'ennuyer. Hein. Tu vas t'ennuyer. Et puis, la capitale de la mode, c'est ici, tu vois. Tout sera rallié ici. Tu vas voir qu'il y aura des entretiens ici. Moi, je voulais te poser des prochaines questions. Quel est ton style et comment tu décrirais ton style personnel dans la mode? La plupart du temps, lorsque tu rentres dans le milieu de la mode, tu commences à développer ton style parce que tu commences à être submergé par tout ce qui est art, tout ce qui est création, tout ce qui est vêtements. Et c'est quoi tes inspirations? J'aime bien Balmain.
Ok. Balmain, Yves Saint Laurent. Ralph Lauren aussi, j'aime beaucoup. Ça fait partie de ton style? J'essaye, notamment, parfois, parce que je trouve que c'est très la femme classe, la femme raffinée, la femme élégante, mais la femme qui est fashion. D'accord. C'est la femme qui est fashion, qui est, peut-être, elle va être habillée très simplement, mais elle aura une pièce qui va parler pour elle. Qui va parler pour elle, ouais. Et donc ça, j'aime beaucoup. Donc oui, face au monde de la mode, j'ai un style, je pense, très classique. Notamment dû au fait qu'à côté, je suis pas là à temps plein, et à côté, je fais aussi des études de droit, donc je peux pas commencer à me ramener avec des cheveux roses. Et donc, notamment du fait que j'ai des professeurs, je fais des stages, etc. Donc, mais je pense que il évolue. Je sais qu'au début, j'avais pas ce style-là. Là, je commence à comprendre l'importance des pièces, l'importance des couleurs, de la colorimétrie, etc. Parce que c'est important, je pense, de comprendre le milieu de la mode, les tendances mode. Parce que c'est pas que s'habiller, en fait. Oui. Comme on disait, comme on faisait la comparaison du milieu de la mode et l'influence, c'est pas que s'habiller. Et moi, de mon côté, en tant que créateur de contenu, je dirais qu'il y a cette partie où, au début, je m'informais pas du tout. Je vais pas te mentir, j'étais en mode je fais ma vie et tout. Et de plus en plus, j'ai commencé à m'informer dans ce milieu-là, et je me suis dit, si demain j'y rentre, en fait, faut quand même que j'ai certaines connaissances. Parce que tu vas être bloqué. Parce que je peux pas rentrer comme ça et me dire. Il faut s'adapter à moi. Tu peux, ouais. Et en plus, genre, tu peux te faire aussi avoir, en fait. Et c'est ça qui peut être perturbant. C'est quoi tes inspirations et objectifs dans l'industrie du mannequinat? Je vais taper le micro. Mes inspirations. T'inquiète pas, je l'ai tapé aussi plusieurs fois. Niveau modèle? Dans l'industrie, tes objectifs en général, oui, au niveau... Non, mes inspirations niveau mannequin? Non, oui, par rapport au mannequinat, ouais. Niveau mannequin, sincèrement, j'aime beaucoup à l'heure actuelle, peut-être Adutatek. Ok. J'aime Adutatek, j'aime les nouveaux mannequins qui commencent à émerger et qui commencent à ramener cette notion de différence et de diversité dans le milieu du mannequinat. Donc, on va avoir Mona Tougar. On va avoir Adutatek. On va avoir... Mona Tougar, j'adore. Genre, elle est trop stylée. Genre, Mamoire. Elle rajoute quelque chose en plus. C'est vraiment... je ne vais pas dire ces minorités ethniques du milieu de la mode, mais qui font parler d'elles-mêmes. Et qui ramènent un nouveau souffle. J'aime beaucoup. Dans mes projets... dans le milieu de la mode, disons, c'est vraiment de m'ancrer en tant que scout, et vraiment de me développer en tant que Mother Agent. Je trouve que c'est autre chose. En fait, on s'en rend pas compte, mais être scout et être mannequin, c'est deux choses différentes. Je commence à voir le milieu de la mode et même le milieu du mannequinat d'une manière différente, et à comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas mannequins. Tu peux nous le rappeler, ces différences-là qui font la personne que tu es, du coup, le fait que tu es modèle, le fait que tu es scout, le fait que tu es Mother Agent, que j'essaye de me former pour devenir Mother Agent. Par exemple, le fait que quand tu es mannequin, je vais pas dire que tu dois juste être là, mais c'est ton profil qui parle. Tu as le profil et tu dois aligner ton profil, donc utiliser ton profil pour mettre en avant le produit. Mettre en avant le produit, donc c'est de la formation constante sur les poses, sur les axes de ton visage, sur même la maison qui t'a pris. Lorsque tu es scout, ton boulot, c'est de dénicher les nouveaux talents de demain. Dans le milieu du mannequinat et de la mode. C'est-à-dire que tu cherches la beauté. Est-ce que sans savoir faire la différence, ou il faut avoir trouvé ce truc-là? Il faut trouver ce truc-là. Des choses classiques, des beautés classiques, des beautés qu'on va appeler comme classiques. C'est-à-dire que une personne qui est belle commercialement, qui est blonde aux yeux bleus, c'est une beauté classique, on va dire ça comme ça. C'est une beauté classique, mais c'est une beauté que tu dois avoir quand même, et c'est une beauté qui doit avoir quelque chose aussi. Quelque chose en plus. Mais il va y avoir ce qu'on appelle des strong face, et là, ça va être autre chose. C'est quoi ça? Les strong face, ça va être des personnes qui, à premier abord, tu ne diras jamais qu'ils sont mannequins. Ça va être des personnes qui ont un truc. Elles vont dépasser la beauté standard de la société, de la société qui nous donne une beauté, les lèvres pulpeuses, les petits yeux, les yeux en amande, la jawline, etc. C'est autre chose, en fait. Tu vas avoir des personnes qui vont avoir un visage qui va dégager quelque chose à la caméra. C'est une beauté particulière, c'est pas le même style de beauté, en fait. C'est des personnes qui sont belles tout de même. Moi, je déteste l'idée qu'on dise que les strong face, elles sont moches, et les mannequins normales, elles sont belles. Ça n'a rien à voir. Il y a des mannequins beaucoup plus commerciaux, c'est vrai, beaucoup plus fashion, beauty, c'est vrai, mais il y a des strong face qui sont magnifiques. Et ça, c'est autre chose. Après, c'est souvent, les strong face ne sont pas à confondre avec atypique. Souvent, ce qui me fatigue, c'est que lorsque tu es
mannequin ou lorsque tu veux devenir mannequin, même pas, c'est ça, c'est les personnes qui veulent devenir mannequin qui disent oui, j'ai un visage un peu atypique. Non. Non. C'est pas parce que tu as des grands yeux que tu es atypique. Tu peux avoir des grands yeux et être une strong face. Mais l'atypie dans le milieu de la mode, c'est quelque chose de fort. Ça va être des personnes qui sont catégorisées de la société comme des personnes qui ont une maladie. Qui ont une maladie. Hein, qui ont une maladie, mais qui ont une esthétique particulière. On va parler des personnes qui ont du vertiligo. On va parler des personnes qui ont de l'alopécie. Il y a une mannequin très connue qui... Oui, Winnie Harlow. Oui, elle est considérée comme... Elle est fashion beauty, mais elle est atypique. Atypique, les alopécies. Et elle, tu la mettrais comme strong face ou tu la mettrais... Non, c'est une beauty. C'est une beauty. Elle est atypique beauty. C'est une beauty, elle est belle, Winnie Harlow. C'est dit. Elle est très belle, Winnie Harlow. C'est vrai qu'elle est très très belle. Elle est atypique, c'est avec des personnes qui ont des scolioses. Des scolioses, ouais. En fait, c'est fort. C'est fort, ouais. L'atypique, quand t'es... Par exemple, il y a une agence de mannequinat qui est souvent sollicitée pour les mannequins Balenciaga, par exemple. Eux, ils ont que des mannequins atypiques ou des strong face. Ah oui, Balenciaga, c'est très... strong face. Très atypique, strong face. Très, très atypique, ouais, aussi. Quelles sont tes compétences et qualités que tu penses indispensables pour réussir dans le mannequinat? Quelles sont mes qualités ou les qualités? Les qualités en général. Ou scout aussi. Scout aussi? Scout aussi, ouais. En tant que mannequin et en tant que scout? Oui, aussi. D'accord. En tant que mannequin, les qualités à avoir, c'est déjà savoir qui on est. Je pense que c'est important de savoir parler et savoir poser des limites, avoir confiance en ses capacités. Toi, c'est quoi tes limites? Moi, mes limites, par exemple, j'ai pas honte de le dire, je suis chrétienne. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne ferai pas. Et même pas seulement par rapport à ma foi, mais par rapport à ce que je vais faire après, pardon. Après, ouais. Par exemple, je sais que je vais travailler dans l'industrie juridique politique. Okay. Donc, je sais que, par exemple, des photos nues de moi, non. Au niveau de l'image, ouais. Des photos en maillot de bain, non. De la lingerie, non. Du nu, non. Certaines pubs, non. Donc, non. C'est important de le dire, ouais. C'est important de le dire, de l'accepter soi-même, parce qu'il y a certaines limites qu'on s'impose parce qu'on nous l'a dit, et il y a certaines limites qu'on s'impose parce qu'on ne veut pas. Et donc, c'est important de les délimiter et de les exprimer, que ce soit déjà premièrement à notre représentant, donc à l'agence, au booker, au Mother Agent, et ensuite aux clients. Parce que souvent, il y a des clients qui ne savent pas, qui n'ont pas compris que, par exemple, tu ne fais pas de transparent. Et donc, à ce moment-là, c'est à toi de dire, par contre, moi, si je portais de chemise, il va falloir mettre un débardeur. Mais ça, tu le dis dès le début ou tu le dis pas dès le début? Ouais, à l'agence. Dès le début. Je pense que c'est important d'aller dès le début. Et même si, au début, tu veux le faire et ensuite, tu ne veux pas le faire, c'est important de le dire. Tu as le droit d'évoluer. Tu n'es pas coincé dans une case. Donc, c'est important. Donc, le fait de s'imposer. Le fait d'être réaliste. D'accord. De ne pas être... trop rêveur. Oui, le mannequinat, je le dis toujours, c'est le milieu des strass et des paillettes, mais c'est pas le milieu des bisounours. Parce que moi, je suis très rêveur. Je pense que vous l'avez vu dans le premier épisode. Je suis très, très rêveur. Mais c'est vrai que souvent, il faut redescendre sur terre et voir les réalités en face. Il faut comprendre en fait que, par exemple, le milieu du mannequinat, c'est une industrie qui a des usages, qui a des règles. Ça a beaucoup de codes. Et il va falloir que des codes que tu dois apprendre. Déjà, tu ne peux pas renverser un code que tu ne comprends pas et que tu n'as pas appréhendé. La nature a horreur du vide. Ça veut dire que pour enlever quelque chose, peut-être, le fashion, il devrait être plus ouvert aux personnes qui font 1m64. Il faut d'abord que tu rentres dans l'industrie de la mode et ensuite que tu enlèves tous ces codes-là et que tu crées une porte d'entrée. Que ce soit, par exemple, Kate Moss, qu'est-ce qu'elle a fait? Kate Moss, elle est considérée comme une petite, je crois qu'elle fait 1m70 ou 1m74, non? 75, quelque chose comme ça. Elle est considérée comme petite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé une agence spécialisée dans les petits. Mais je trouve qu'elle a eu bien raison d'adapter les choses. C'est comme, je ne sais pas si tu connais, je pense que tu la connais, c'est une Uber model. C'est Gisèle qui a tout changé aussi quand elle est arrivée dans l'industrie. Elle a changé les codes parce que c'était beaucoup de Russes, c'était beaucoup de personnes caucasiennes. Elle est venue avec cette touche un peu brésilienne, ce changement un peu, truc un peu tropical. Et après, il y a eu Naomi. T'en penses quoi de certaines Uber models ou top modèles qui impactent et qui changent la façon de l'industrie différemment? Ça peut être que positif. Positif. C'est pas évident d'arriver à ce stade-là, mais c'est possible. C'est possible évident, et c'est une bonne chose parce que c'est une porte d'accès. Les Gisèle, les Naomi Campbell, les Tyra Banks, etc., elles ont ouvert une porte aux personnes noires. Elles ont ouvert une porte aux personnes noires. Kate Moss, elle a ouvert une porte aux personnes racisées. Donc ça fait que le milieu de la mode, il est très ouvert. Tu vas voir sur un board, tu vas voir des Asiatiques, que ce soit du sud ou du nord de l'Asie. Tu vas voir des Africains, des Maghrébins, des Africains subsahariens, je parle de ça, mais des Maghrébins, des Russes. Tu vas avoir tout qui est mélangé parce qu'on cherche vraiment la beauté
dans toutes les industries, dans toutes les ethnies. Et donc ça, c'est vraiment bien. La diversité, pour moi, c'est hyper important. C'est très important du milieu de la mode. C'est vraiment quelque chose qu'ils essayent de mettre en place. Bah, c'est cool. Et comment tu gères la pression dans ce milieu-là artistique de la mode? En fait, la chose que je dis toujours, c'est que lorsque vous lancez dans le mannequinat notamment, c'est que vous ne pouvez pas tout axer sur le mannequinat. Okay. Il faut que vous ayez quelque chose. Faites de la peinture, du théâtre, des études. Il faut décompresser et il faut... Parce que si vous êtes que dans le mannequinat, vous allez tomber en dépression. Ça, c'est sûr. Parce que c'est tellement instable. En plus, on m'a parlé de ça. On m'a parlé du fait que tu tombes vite en dépression. Il y a des problèmes aussi de... On m'a parlé aussi de drogue, mais c'est pas... Est-ce que c'est réel, ça? Oui, c'est réel parce que souvent, les gens ne comprennent pas. En fait, il y a une différence entre, par exemple, nous on est parisiens, on habite ici, on fait des choses, etc. Et la mannequin qui vient du Sud-Soudan, d'un camp de réfugiés, qui est venue ici, qui a qu'une chance, si elle la rate, elle repart dans son triste, camp de réfugiés. Ça fait qu'il y a une pression. Moi, je sais que pendant les Fashion Week, les gens pleurent, hein. Et ça, je me rappelle que pendant mes accompagnements personnalisés, là, j'ai commencé à faire venir certains mannequins pour qu'ils puissent parler de leur expérience. Ouais. Moi, je vous assure que lorsque la partie accompagnement, ils souriaient tous. Quand les mannequins ils sont venus pour leur expliquer, personne ne souriait. Hein. Personne ne souriait parce que la personne, elle lui a dit... Il y a le mannequin, il a dit, les personnes qui viennent faire du mannequinat, qui viennent des autres pays pour avoir un job, qui savent qu'ils peuvent leur rapporter des milliers, hein, ils ne sont pas là pour rigoler. Hein. Ah ouais, ils ont une rigueur. Vous avez jamais vu des mannequins qui sont minces mais qui restent à la salle de sport? Parce qu'elles doivent garder une shape. Une shape, ouais. Elles font des skincare routines. Et tout, ouais. Il y a des choses que certains mannequins ne feront jamais. Hein. C'est-à-dire qu'aller même dans des instituts ouverts par une fille qui a fait une formation pendant 2 jours et qui vient... jamais, elle va jamais faire ça. Hein. Okay. Elle va jamais faire ça. Elle va toujours regarder le top du top. Même si c'est cher, elle va payer. Parce que, en fait, tu es responsable de ton outil de travail et ton outil de travail, c'est ton corps. Exactement. Donc, ça fait que tu n'es pas là pour rigoler. Parce que la shape, si, par exemple, les défilés de Fashion Week, ceux qui sont très, très, très demandés, tu as une certaine shape à respecter. Tu dois avoir ta shape, tu dois avoir là. Et si tu n'es pas in shape, le client il te dit ou l'agence elle te dit, parce que c'est l'offre et la demande, ils ont demandé ça. Et ils ont souvent un moule. Et toi, tu dois rentrer dans ce moule. Parce que si tu n'es pas dans ce moule, à part si tu es une top, ça va être compliqué pour toi parce qu'on va te remplacer. Parce que c'est une industrie qui se renouvelle tout le temps. Tout le temps. Il y a des nouvelles filles qui arrivent, il y a des nouvelles... Donc, c'est assez... c'est pas le monde des bisounours. Vraiment pas. C'est une industrie qui est difficile. Et c'est une industrie, tu t'en sors quand tu es en formation constante. En fait, ça quand fait tu du prends bien les de l'entendre. Au sérieux. Au moins, les gens, ils rêvent plus. En fait, c'est ça. On est plus dans un rêve, là. C'est pour ça que je dis ça. Je dis, faut être réaliste d'où tu vas. Et il faut avoir des hobbies. C'est pour ça que moi ça me fait un peu peur, personnellement. Ça me fait un peu peur parce qu'on m'en a parlé et on m'a dit... moi, ma mère, elle m'a pas toujours soutenu, même dans la création de contenu. Elle l'a fait au tout début, mais elle m'a dit tu vas pas rester 40 ans dans la mode, je te le dis. Et moi, je lui ai dit moi, je veux pas que faire du mannequinat, je vais faire plein de choses. Et comme je te l'ai dit avant qu'on commence en backstage, que j'étais quelqu'un qui voulait faire plein de trucs. Je veux pas faire qu'un seul truc. C'est bien vois. Ça. Mais c'est vrai que après, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je me vois en mode star. Bon, voilà. Je me vois un peu, voilà. Je me shape un peu, voilà. Je pense qu'on se shape un peu. Et moi, je me dis, je vais faire plein de trucs et en même temps tout ou rien. Et on se dit, en fait, le minot, il est un peu perdu. Genre, le gamin, il est un peu perdu. Mais je pense pas être perdu. Non, en fait, il y a une voie d'accès qui peut ramener... Par exemple, moi, j'ai commencé en tant que mannequin, mais je suis scout. Mannequin et scout, et Mozart. Donc, tu peux, tant que ça reste une cohérence et que c'est équilibré. Après, il y aura toujours quelque chose qui sera supérieur à l'autre. Plus supérieur que l'autre, juste truquer. Après, moi, je comprends que l'industrie de la mode... Moi, je préfère quelqu'un qui a peur de l'industrie de la mode et qui se prépare à y faire face et qui rentre, que quelqu'un qui rêve, qui saute et qui commence à tomber par terre quand il arrive. Ouais, moi, j'ai toujours dit... Moi, il y a des catégories de personnes que j'aiderais jamais à devenir mannequin. Je me suis jamais cachée. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit. Enfin, c'est quoi les le comportement? Qui sont trop jeunes. Trop jeunes, ouais. Moi, je pense qu'à partir de... Même les personnes... les mamans qui veulent faire rentrer leur enfant, je leur dis, écoutez, dans l'industrie, la chose que vous comprenez pas, c'est que souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, mais je peux faire mannequin le week-end. Ah non, les personnes qui font les shoots, là, c'est des salariés. Hein. Les salariés, c'est lundi, vendredi. Tu ne penses pas qu'ils vont ouvrir un truc le dimanche parce que toi, tu es à l'école. Lundi, donc oui, tu vas rater des cours. Ouais. Ce sera à toi de prendre sur tes heures personnelles pour garder le niveau. Même pour un enfant, je me dis, un enfant de 7 ans,
soit tu le mets au CNED, soit tu fais attention, en fait, parce qu'il peut rater une journée, 2 journées, 3 journées, parfois une semaine de cours. Pour un enfant de 7 ans, c'est pas évident de rattraper tout ça. Ouais, tout ça ouais. De rattraper tout ça. Donc, moi, je préfère des personnes qui sont informées. Et souvent, les personnes trop jeunes, elles comprennent pas spécialement. Donc, ça, les personnes qui ont des problèmes, c'est-à-dire très peu d'estime d'eux-mêmes, des TCA, des dépressions, des problèmes de drogue, oubliez-moi. Parce que je me dis que vous avez des problèmes un peu plus sérieux à régler, ouais. Mais moi, c'est comme on en avait parlé avec Bushy Babe, on parlait du fait de la santé mentale, c'est hyper important. Ça veut dire que dans tout, en fait, une personne créative, si elle va pas bien, tout va aller. En fait, tout le package, il va aller et tout va être gâté. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et comme je l'avais dit dans le premier épisode et la première saison, enfin, un des premiers trucs là dans la première saison, vous partirez écouter. Comment s'aimer, c'est hyper important. C'est très important. Et j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de personnes qui. En fait, le mannequinat, c'est à double tranchant. Soit il t'aide à avoir confiance en toi, mais c'est que tu as des bases quand même qui sont solides. Ouais. Soit il te détruit totalement parce que tu es en concurrence constante avec des mannequins du monde entier. Donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, tu la mets, parce qu'il y a une concurrence silencieuse. Ça veut dire que lorsqu'il y a des options, des castings... Est-ce que tu peux faire genre d'avoir confiance en toi ou c'est pas possible, genre, dans ce genre d'industrie? Tu peux, parce que je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis un peu le mec un peu qui fait genre semblant d'avoir confiance. Non, ça peut impacter. Ça peut t'impacter toi-même. Ouais. Mais il y a une autre où ça t'aide pas du tout parce que tu es en concurrence constante. Tu vas te dire t'es moins grand que celui-ci, t'es plus gros que celui-ci, t'es moins beau que celui-ci, celui-là il a beaucoup. Donc en fait ça peut vraiment te détruire. Te détruire totalement. En plus, si t'es pas pris, parce que c'est très instable, les options, c'est optionnel, ok? Donc tu peux avoir une option, avoir une seconde option, etc. Tout te dit non. Et tu peux rien y faire parce que c'est pas toi qui décides, c'est les clients, ils ont décidé de pas te prendre. Et donc ça peut être vraiment très compliqué. Et la troisième catégorie, ça va être les personnes qui sont dans des moments cruciaux. Ouais. Ça veut dire que la tranche 17-18 ans, j'aime pas trop. C'est parce très que serré. je me dis que vous passez votre diplôme. Parce que c'est pas parce que tu commences le mannequinat à 16 ans que tu vas avoir une longue carrière. Des personnes qui ont commencé à déjà 18 ans, je suis désolée, t'es très jeune. Très jeune, ouais. T'es très jeune et ça va te permettre de peut-être, si tu veux faire des études supérieures, de soit les faire à distanciel, soit faire le CNED ou apprendre une année sabbatique. Ça va te permettre d'aménager ton temps en fonction de ton rêve et de la réalité par la suite. C'est mieux pour toi. 17-18 ans, je me dis, tu passes le bac là, maintenant, tu vas devenir mannequin. Pourquoi ? Ça va te frustrer parce que tu seras en train de réviser ton bac de philo. On va te dire, oui, j'ai une option pour Dior et c'est pile pendant tes périodes. Tu n'auras pas spécialement la maturité de dire, ah non, d'abord, c'est ça. Attendez, ouais, c'est ça. Surtout qu'on va te dire, oui, c'est 15 000 €. Tu vas sauter. Et après, tu vas faire quoi ? Tu vas devoir reprendre une année. Alors que c'est. Tu vas en perdre alors que tu devais en gagner une pour ta scolarité et pour. Exactement. Parce qu'en fait, la scolarité, c'est une structure aussi qui est fiable en vérité. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais moi, dernièrement, j'ai postulé, parce que moi, j'ai un parcours scolaire qui est très, très divagué, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos YouTube, et plus tard. Et c'est hyper important, du sens où, quand tu postules, en fait, on te prend vraiment pour des compétences, et pour des années de compétences, ça peut monter bac plus 2, bac plus 3, et ainsi de suite, selon tes compétences. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important, tu vois, les c'est très important. Ne croyez pas les coachs TikTok. Non, mais... Ne croyez pas les Justement, YouTubeurs. en plus, je voulais en revenir sur TikTok, en revenant sur le truc où on disait qu'on perd vite confiance en soi avec TikTok. Parce que, on défile, on voit plein de gens qui sont bien habillés, on voit plein de beaux faces, on voit beaucoup de belles choses, on a beaucoup des yeux dans les paillettes, quoi. On se dit, ah, c'est beau à voir et tout, mais en fait, c'est pas la même chose. Et puis... c'est pas la réalité, parce que c'est les réseaux. C'est pas la réalité, c'est les réseaux. Et c'est important de s'aimer. En fait, c'est pas évident. Et je sais que c'est facile à dire. C'est pas évident. Non, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment important. C'est vraiment la phase bateau là qu'on est en train de dire. Accepter et ensuite s'aimer. Ouais. Pour ses différences, pour ses défauts. Après, le fait de s'aimer, ça n'empêche pas le fait de vouloir s'améliorer. C'est pas parce que tu t'aimes comme t'es que tu vas pas faire du sport pour perdre du poids, ou que tu vas pas faire ceci, cela, ou que tu peux pas faire des injections, que tu peux pas. Exactement. En fait, il y a des choses, c'est important dans la vie de tous les jours, pas seulement dans le mannequinat ou dans l'industrie de la mode, mais c'est important dans la vie de tous les jours, parce que les personnes qui ne s'aiment pas, c'est des personnes qui sont en danger, qui sont en danger dans leurs relations, qui sont en danger dans leur travail, parce que vous allez toujours vous amoindrir, vous minimiser et vouloir
des choses moi je me minimise personnellement par rapport à mes proches et par rapport au regard des gens. Et justement, là, je suis revenu il y a 2 jours en arrière. J'étais vers Lyon et je revenais là actuellement de Paris. Et en fait, je me suis dit, fuck, en fait, je m'aime. Et en fait, j'ai réécouté en fait tout ce que je faisais, tous les projets. Je suis reparti en fait dans la base de pourquoi je suis arrivé sur les réseaux, pourquoi j'ai fait telle chose. Et je me suis dit, mais en fait, si je suis arrivé là, c'est que j'ai travaillé pour. Bien sûr, tu mérites. Donc, il faut, tu vois, y aller, il faut se lancer et écoute-toi en fait. Écoute pas les autres. Tu vois, c'est important. Oui. Et on le disait dans l'épisode précédent que si tu t'écoutes pas, en fait, tu peux pas. En fait, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Bien sûr, en fait, donc, c'est important de ne pas avoir de regrets. C'est important d'essayer. C'est important de ne pas se minimiser. En fait, il faut savourer ces petites victoires. Okay. C'est ce que je dis même aux personnes qui commencent dans le mannequinat, parce que le mannequinat, ça peut être clair. Hein. Ça peut être éclair. Il y a des personnes qui ont très bien commencé, là, actuellement, ils ne travaillent pas du tout. Il y en a certains qui n'ont pas travaillé du tout et qui commencent à travailler assez. Il y en a certains pour qui c'est constant et ça va, gloire à Dieu. Mais il faut apprécier ce qu'on a fait. Par exemple, toi, tout ce que tu fais, moi aussi, il y a des moments où je me dis, oh punaise, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je fais? Est-ce que j'aide vraiment les gens? Parce que moi, notamment ce que tu fais des accompagnements personnalisés, parce que moi, j'ai pas l'habitude de ce format-là, de ce format privé, de prendre 2 heures à une personne pour lui expliquer tout mon savoir, tout ce que j'ai appris en 5 ans pour lui faciliter les choses. En plus, 5 ans d'expérience, c'est énorme en expliquer en 2 heures. Bah oui. Et souvent, je me dis, est-ce que je lui ai assez donné? Est-ce que je lui ai assez donné? Et quand je reçois des messages qui me disent, Exit, tu m'as aidé, ou presque toutes les personnes qui ont fait des accompagnements personnalisés avec moi, là, actuellement, elles sont en agence. Elles ont trouvé une agence. Moi, j'ai reçu un message qui m'a dit, je vais signer mon contrat la semaine prochaine. C'est trop bien. Genre, et en fait, je suis tellement contente quand on fait des choses comme ça. Il faut savourer ces petites victoires. Ces petites victoires qui semblent anodines, mais c'est tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant, c'est tellement énorme parce que tu te sens utile. Tu sais pourquoi tu as commencé et tu vois les fruits en fait. Tu vois les fruits de pas ton travail. Évident. C'est pas évident, mais il faut vraiment pas se minimiser. Bravo pour ça, franchement. Merci beaucoup. Moi, je suis content. Parce que, moi aussi, je suis très contente parce que mon but, c'était vraiment d'être utile aux personnes dans un milieu que je connais. Mais moi, tu sais, quand j'ai commencé Tu papotes beaucoup, c'était pareil. C'était complètement de l'aide, tu vois. C'était complètement de l'aide et de me dire, même là, actuellement, genre, j'espère que cette interview-là, elle va aider des gens qui avaient un peu les yeux dans les paillettes parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là sur les réseaux et je l'espère vraiment que vous allez écouter Exaucé à la lettre et vous allez vous dire oula, c'est pas comme je pensais. Important. Mais c'est un milieu, franchement, j'aime pas donner cette image du milieu du mannequinat où c'est des ténèbres. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Tu rencontres énormément de personnes de toutes les cultures, ça t'ouvre, ça te permet d'expérimenter, d'accroître certaines de tes compétences dans le relationnel, dans les langues. Ça te permet de voyager, de gagner de l'argent, de très bien commencer ta vie, d'avoir une certaine notoriété, de pouvoir. C'est génial. Mais je trouve que souvent, le côté un peu plus négatif n'est pas assez mis en avant. Et donc, ça fait que des personnes arrivent dans un milieu qui ne comprennent pas et sont surpris. Et vraiment, il y a des dépressions qui sont incroyables parce que les personnes arrivent... T'as rencontré quoi comme cas? En fait, c'est des personnes qui arrivent, qui laissent tout de côté pour le mannequinat. Qui arrêtent leurs études, qui arrêtent leur job. Moi j'ai des amis à qui j'ai dit n'arrêtez pas vos études, faites peut-être une année sabbatique, même votre ou travail, peut-être genre, aller à la fac, c'est quelque chose de fixe, quelque chose de structuré quoi, parce que vous allez regretter. Tout lâcher alors que t'as des bases. Ils sont repartis l'année dernière, l'année d'après ils sont repartis parce que c'est tellement instable. Tu peux faire un an, tu travailles pas. C'est instable de fou, un an tu travailles pas. Et t'en parlais justement dans un live TikTok, tu disais mais c'est instable de fou, vous vous en rendez pas compte. Parce que le plus facile dans le mannequinat, c'est de rentrer en agence. Alors que c'est déjà très difficile pour certains. Le plus facile, c'est de rentrer en agence. Après, le fait de travailler, le fait de se rendre compte de certaines choses, etc. Ouais. En tout cas, c'est quoi ton dernier mot pour l'interview? Informez-vous. Sincèrement, informez-vous. C'est un milieu génial. C'est un milieu vraiment génial que j'ai toujours aimé, que je recommande. Mais c'est important d'apprendre qui vous êtes et d'apprendre en fait les bases du milieu d'où vous allez. Et de vraiment savoir vous adapter aux choses, d'avoir cet amour pour vous-même et cet amour en votre personne qui vous
permet de vous maintenir et d'arrêter de faire tout et n'importe quoi ou d'accepter tout et n'importe quoi. Et dire oui à tout, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Et notamment dans le mannequinat, c'est pas bon du tout. Alors là, c'est vraiment vous devez savoir dire non. Parce que comme dans tous les milieux, tout le monde, les personnes vont essayer d'abuser de vous. Et quand je parle d'abus, je parle pas d'abus sexuels, etc., mais de tirer avantage de vous. Donc c'est vraiment important, en fait, de savoir qui vous êtes. Exactement. Et de vous laisser pas définir par le mannequinat. Non, vous n'êtes pas que mannequin. D'accord, ou apprenti mannequin. Vous êtes des personnes avec des capacités, avec des talents. Dieu, ça il faut le dire. Genre, vous êtes des personnes à part entière en fait. Vous avez votre personnalité et c'est pas que la personnalité. Voilà, c'est pas surtout la personnalité. Dans le monde séculier, la personnalité c'est très important. Et vous êtes une personnalité, vous n'êtes pas qu'un profil. Aussi. Donc, acceptez-vous et osez faire autre chose. D'accord, osez faire autre chose. Si vous voulez tout arrêter dans le mannequinat pour être psychologue, arrêtez. On va pas vous en vouloir parce que vous arrêtez d'être mannequin. Vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné. Dommage. Merci à toi en tout cas, Exaucé, pour cette interview sur Tu papotes beaucoup. Et je suis trop content parce que du coup, là, j'ai interviewé une modèle de chez Elite. C'est trop bien. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour... je sais pas s'il y aura un 3e épisode. Oh, il y aura un 3e épisode. Je pense. On aura. Un épisode de fin, genre. Mais ouais, on se retrouve pour le 3e épisode. Je vous fais des gros bisous. Bye. Bye bye.